Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 juin 2024, il est 6 heures. J'ai hésité à enregistrer une vidéo aujourd'hui parce que avec le retour du beau temps vient également le retour des pollens. Et là, c'est plus la voix de Jim Morrison que j'ai, ce serait plutôt celle de Jean-Pierre Coff. Donc bon, on va voir. J'ai l'impression que là, pendant quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, je vais tenir un petit peu le même discours là, sur l'état du marché. J'ai envie de vous renvoyer, pour ceux qui ne les ont pas vues, sur mes deux dernières vidéos. Elles sont publiques. En l'occurrence, les voici. Donc c'est Weekly Review, celle du 1er juin. Donc c'est Weekly et Monthly Review. Et celle d'avant, où je vais commencer un petit peu à mâcher le travail de la suivante, hein, c'est celle du Market Review du 31 mai. Donc bon, on va quand même passer un petit peu en revue ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer, et ce qui me permet éventuellement de confirmer un peu les orientations là que j'ai pour l'instant, moi, pour le mois de juin. Peut-être même pour l'été, on va voir. Mais moi, dans un premier temps, mon biais, ce serait plutôt pour jusqu'à la fin du trimestre. Donc le trimestre actuel, ce qui se termine donc à la fin du mois de juin. On va aller voir sur le dollar déjà. On va se remettre je vais me remettre en daily, parce que je pense qu'on voit bien. Voilà, bon bah, hein, est-ce que j'ai besoin de préciser ce qui est en train de se passer, sachant que ça fait à peu près la 47e fois que je le dis. Pour l'instant, bah, on voit bien que là, le dollar, il consolide à l'intérieur de cette jambe impulsive. Il n'est pas exclu qu'ils viennent éventuellement déborder sur cette zone. Moi, très franchement, je le vois pas jusqu'à la fin du trimestre. Là, je le vois pas sortir de... Allez, on va être un petit peu large. Ouais, moi je verrais ça, un truc comme ça. Moi, je ne vois pas sortir de ce range-là pour l'instant. Je me plante peut-être, hein. Et après, évidemment, quand on est trader, il faut ranger son ego de côté et admettre que se tromper fait partie du travail du trader. Ça fait partie du job, hein, un peu comme un joueur de tennis. Perdre fait aussi partie de son travail. Et c'est même, comme disait Nadal, il est plus normal pour un joueur de tennis de perdre que de gagner. En tout cas, quand on parle de tournoi ou de match. Mais c'est pareil pour un trader, il est presque plus normal de perdre que de gagner, et c'est bien pour ça qu'on dit qu'il faut gérer son risque. En tout cas, moi je pense, très franchement, et je crois pas me tromper, je pense qu'on va rester jusqu'à la fin du mois de juin au minimum dans cette zone. Et après, bon, on verra bien ce qui va se passer, hein. Et bah, c'est quelque chose évidemment qu'on va retrouver sur des assets comme Bitcoin. On voit que là, on pourrait très bien délimiter un range de cette façon-là, ici. Donc, vous savez comment ça se passe, hein, à l'intérieur d'un range, on va avoir un équilibrium, donc ça correspond à 50%, on va avoir une zone premium, et on va avoir une zone discount. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cette impulsion ici, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on serait pas en train de s'attaquer à cette trendline? Mais je serais franchement très surpris qu'on vienne attaquer cette trendline avant la fin du trimestre. Après peut-être, mais je pense que tant qu'on reste à l'intérieur de ce range, moi j'ai plutôt avoir tendance à avoir un biais baissier ici et un biais haussier ici. Voilà. Je pense que là, on a notre top temporaire. Je dis bien temporaire parce que pour moi, sinon, évidemment, ça n'a pas la gueule d'un top, et ça, je vous en ai déjà parlé. Et ici, moi, je pense qu'on a un bottom temporaire également. Et que tout ce qui se situe en dessous, à mon avis, ce sont des zones qu'on viendra revisiter, je pense, bien plus tard. Probablement pour le prochain bear market. Alors, si on regarde bien en weekly, ce que ça donne, voilà le top ici de mars 2021. On a bien ici la création d'un order block, donc weekly, avec une prise de liquidité et avec un rejet. Pareil ici, prise de liquidité, rejet. Et là, pour l'instant, en admettant que cette mèche ici rouge, cette mèche baissière soit une prise de liquidité, je pense pas qu'elle aura été retestée comme ça, aussi près. Donc moi, pour l'instant, je pense que là, on est dans un range d'accumulation, en fait, hein, qui va nous emmener probablement vers une distribution. Et après, la distribution, on verra bien où est-ce qu'elle nous amène. Moi, j'ai ma petite idée, mais ça, c'est un autre débat, c'est une autre question. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, hein, voilà, Ethereum. Bon, c'est vrai que là, on a eu cette jambe haussière de repricing, hein, parce que le TF n'était pas pricé, à mon avis. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on observe à peu près sur tous les assets, hein, ont des ranges. Donc, bon, c'est un peu chiant, c'est vrai. C'est un peu chiant, mais en même temps,
à partir du moment où on a identifié l'état du marché dans lequel on se trouve, bah, on peut acter, voilà dans quel état de marché on est, et voilà comment je peux essayer d'en tirer des profits. Et donc, bah, une façon d'en tirer des profits, ça va être ce que je vous ai indiqué ici, c'est-à-dire, ça va être d'identifier des zones, à l'intérieur desquelles on va pouvoir s'orienter là du coup plus sur du trading intraday, avec, à mon avis, comment dire, des objectifs qui sont réalistes. Et donc, un objectif réaliste, et moi, ce que j'aime bien faire, c'est revenir à la veille, et puis prendre ma bougie daily, donc la bougie du jour précédent, et l'intégrer comme un range de travail. Voilà la bougie d'hier, voilà le range de travail. On voit que là, on est ici légèrement au-dessus de l'équilibrium. Et donc après, ben, simplement, je vais chercher dans les plus petites unités des formes qui me paraissent tradables, notamment qui correspondent à des modèles que je vais pouvoir envisager de trader. Voilà, c'est tout simplement. Hein. Alors, on voit ici, par exemple, qu'on a eu la création d'un order block haussier, avec ici sur plusieurs fair value gap. On en a une ici. Là, je suis en 15 minutes. Hein. On en a une ici, on en a une ici. On voit que ils ont tous échoué. Et donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on a ici, on va avoir la création, là, chacun de ces order blocks va générer la création de breaker blocks à l'intérieur desquels, là, cette fois-ci, on va pouvoir chercher à se positionner. Et l'objectif, à ce moment-là, du retest d'un breaker block, ici, on en a un, par exemple, hein, et ben, ça va être, donc si je prends la dernière bougie baissière, en l'occurrence, là, voilà, c'est celle-ci. Et a priori, en tout cas moi, dans mon modèle, hein, mais il y en a plein de modèles qui peuvent s'appliquer à cette dynamique de prix. L'objectif, a priori, c'est de venir retester la jambe qui a amené au retest de ce breaker. C'est-à-dire, ce serait cette zone. Et donc, ça correspond bien à la dynamique là dans laquelle on s'inscrit. Bougie daily, premium, discount, equilibrium. On vient travailler le premium ici. Et dans le discount, on a une confluence donc entre le bas de cette jambe, donc ce swing low, et la zone discount. Éventuellement, on pourrait tout à fait venir travailler cette inefficience ici. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est mon biais. C'est vrai que on n'est pas non plus sur des signaux qui sont incroyables hein, en termes de dynamique. Mais faut pas s'attendre à beaucoup mieux, je pense, là, dans les jours qui viennent, sachant qu'on est dans un range, en fait. Hein. Et c'est vrai que assez souvent, à l'intérieur d'un range, on va observer quelque chose dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Hein, et ce qu'on va observer souvent, c'est une compression, donc une baisse de volatilité. Et ici, on le voit bien, je ne fais pas du chartisme évidemment, hein, mais voilà ce qu'on observe. Donc là, je suis en 4 heures, ouais, à peu près. Il y a la petite mèche, hein, on pourrait me l'agrandir un peu. Voilà, là, on est pas mal. Et tout ça, ça pourrait nous amener vers une résolution. Alors, je vous ai dit fin juin, début juillet, bah, ça peut nous amener potentiellement vers une résolution sur la dernière semaine de juin. Pourquoi pas? Alors, quand je dis résolution, c'est résolution de cette compression. Ça ne veut pas forcément dire résolution du range, hein, attention. Ça veut dire que à partir du moment où cette compression elle trouve sa résolution. Et c'est vrai que statistiquement, on dit que on intègre zone temporelle de Fibonacci. Voilà, je me mets au début, je vais jusqu'à la fin du triangle qui est tracé à la one again. Hein, donc c'est pas une science exacte. 80% compression, voilà. Donc ça nous amènerait vers une résolution de cette compression mi-juin. Et ce qui veut dire que ensuite, ce qui peut très bien se passer, c'est que après ça va peut-être se faire plus tôt, hein, mais ça donne un cap quand même. Donc moi j'aime bien faire ça. Très bien. Donc dans cette zone être de cet ordre, et puis partir vers le bas, et éventuellement partir vers le haut, on verra. Mais en tout cas, on voit que là, on est sur une augmentation de la baisse de la volatilité. C'est ça qui est assez intéressant à noter. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire? Non, il y a toujours des choses à faire, et en l'occurrence, on a vu avec les membres du salon VIP certains setups qui pouvaient s'appliquer, y compris dans des zones de range. On en a un qui est assez évident, hein, qui est le YPR, et qui va consister à attendre. Donc là, je vous invite à aller essayer et adopter les indicateurs de Viniz. On a le tag d'un high ou d'un low daily. Donc le YPR, ça correspond au plus bas ou le plus haut du jour précédent. Ici, on voit par exemple, alors là, ici, ça aurait été un échec, mais là, on a un plus haut. Alors là, c'est un plus haut il y a plusieurs jours, hein, daily. Et après, on va se mettre en recherche. On va se mettre en recherche d'un break de structure, par exemple, ou d'un order block, ou la création d'un breaker block avec un retest, etc. Enfin bon, tout ça, c'est des setups qu'on a étudiés ensemble.
Voilà. Bon. Et ça se fait. Hein. On peut aussi très bien, si on est plutôt investisseur, se dire je suis haussier, donc je profite de cette accalmie pour me positionner et tous les événements baissiers sont l'occasion d'aller moyenner mon prix à la baisse. Auquel cas, il y a un autre setup que je vous ai transmis dans le salon VIP, qui est le setup d'Heavy Croquette, qui va consister à identifier des zones de travail, alors plutôt dans les hauts time frames, de glisser des ordres avec une martingale. Une martingale, c'est-à-dire des ordres qui s'écartent, au fur et à mesure qu'ils s'écartent du prix actuel, on va leur donner d'autant plus de poids pour moyenner le prix à la baisse. Voilà, par exemple, ici, je pourrais très bien définir cette zone de travail. Voilà, on est ici, et là, du coup, je vais programmer des ordres. Programmer ici, ici, ici. Alors ça, moi, je le fais en automatique avec Good Crypto parce qu'il y a des bots il y a plein de bots qui sont déjà prêts. Hein, donc Good Crypto, on peut évidemment programmer ses propres bots, mais il y en a qui sont déjà prêts, et notamment celui-là qui s'appelle le DCA bot, qui est tout prêt en fait. Hein. Il y a juste à le paramétrer, mais c'est vraiment très simple. Et ce qui permet comme ça, sans avoir à s'en occuper, de programmer des ordres d'achat sur une zone de range qu'on aura déterminée, avec un coefficient d'écartement qu'on aura déterminé, et avec un poids qu'on aura déterminé. Donc c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas parlé de Good Crypto, tiens. Je mets un lien en description, si jamais ça vous intéresse, parce que avec mon lien partenaire, vous avez 25% de réduction sur un abonnement pro, ce qui est toujours intéressant. Voilà, bon, ce que j'ai à dire, hein, pour l'instant, pas grand chose de plus à dire, hein, tant qu'on reste contraint dans cette zone, il va falloir faire avec en fait, hein, c'est comme ça. Et puis pour ce qui est des alts, ça va être un peu la même chose. On voit bien qu'on est sur des ranges. Alors est-ce que ce sont des ranges d'accumulation ou des ranges de distribution? Ça, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir. C'est sûr que le narratif, le halving, la saisonnalité font que on est plutôt, et puis évidemment la trend dans laquelle on se trouve, en tout cas pour certains assets comme Solana par exemple et d'autres, nous amène plutôt à avoir un biais qui est haussier à moyen long terme. Donc certains assets sont déjà bien partis, mais est-ce que ça veut dire que c'est trop tard? Non, pas forcément. Voilà, tout est, comment dire, dans ce cas-là, si vous êtes haussier par exemple pour Solana, vous identifiez des zones d'inefficience, comme celle-ci par exemple, voilà, et voilà des endroits où éventuellement on peut se positionner. Alors après, où est-ce qu'on met son stop? On peut très bien mettre son stop sur ce qui pourrait acter un changement de caractère, en l'occurrence un changement de caractère. Si on vient travailler sous cette zone, c'est pas très engageant en fait, hein, ou voilà, sous cette zone-là. Moi, j'irais pas mettre de hard stop ici, j'irais plutôt mettre un stop mental. L'autre solution, c'est de se dire voilà, j'investis sur du spot et ce que je mets dans cet asset, c'est l'argent que je suis prêt à perdre. Ça veut pas dire que vous attendez que ça tombe à zéro pour sortir. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas la pression de dire oh ça baisse, mon Dieu, mais simplement dire bon voilà, si ça baisse, je moyenne mon prix et ça me permet d'avoir un meilleur prix d'entrée. Jusqu'à ce que éventuellement, et je ne souhaite pas évidemment, les prix atteignent des zones qui nous amènent à changer de biais et à avoir dans ce cas-là un biais baissier. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, hein, mais on sait jamais. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on a certains projets qui, pour l'instant, ne se sont pas exprimés. Ça veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais regardez Mana, par exemple. Là, si je suis en daily, on voit que pour l'instant, on est encore dans un gros range d'accumulation ici. Hein. Ça veut pas dire que ça va pas aller plus bas, mais ça veut dire que si vous êtes haussier ou si vous croyez à l'écosystème, au token, au projet, etc., là, on est quand même dans des zones idéales de positionnement. Hein, la zone idéale de positionnement, c'est pas quand on est ici. Là, éventuellement, on peut essayer de trader une continuation, mais l'idéal, c'est quand même quand on est dans un range comme ça d'accumulation, sur lequel on fait le biais, on fait l'hypothèse que les gens se positionnent, y compris ce qu'on appelle abusivement la smart money, et auquel cas, si ça doit partir, ça peut soit partir de là où il est, ça peut très bien faire ça directement, hein, mais ça peut aussi très bien dans un premier temps passer par un stress. Ce serait pas étonnant très franchement, mais après un stress du marché et puis un retest éventuellement qui pourrait permettre aux retardataires ou ceux qui ont hésité de se positionner également. Mais ça pourrait tellement passer par une phase un peu anxiogène. Je serais pas étonné de ça.
Voilà, ouais, très franchement, si je vois des choses, évidemment, je ferai un market review, mais sinon, je pense que là, dans l'état du marché actuel, je pense que je vais gérer le tout venant avec les salons VIP. On va essayer d'échanger un peu dans le Discord. Donc, pour ceux qui n'y sont pas, bah, je le répète encore, venez nous rejoindre, c'est gratuit. Vous avez quelques étapes très simples à faire pour venir nous rejoindre. D'autant qu'il y a des choses un peu dans les tiroirs là qui vont sortir très bientôt et ceux qui sont déjà dans le salon VIP seront très contents d'avoir la primauté des annonces qu'on s'apprête bientôt à faire. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Et mais si c'est pas le cas, bah, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et puis suivre les vidéos publiques que je sors régulièrement. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit quand même du contenu de qualité, même pour ceux qui ne sont pas dans le salon VIP, parce que je ne vous en veux pas. Et c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous voulez nous rejoindre, la communauté est super cool, on échange, il y a des gens qui font des progrès, mais qui sont complètement hallucinants en peu de temps. Je dis pas que c'est grâce à moi, j'y ai certainement participé, et puis d'autres aussi. La communauté, en tout cas, y participe. Et puis, on produit des contenus, mais on vous oriente aussi vers des contenus qui sont, de notre point de vue, de qualité. Allez, bonne journée. Alors, les salons VIP, ça va aller vite, hein, parce que j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que j'ai dit là. Et ceux qui ne sont pas dans le salon, moi, c'est vrai qu'actuellement, j'ai un peu jeté mon dévolu sur... alors, je vous mentirais que c'est sur Bitcoin, parce que en fait, je fais très peu d'intraday sur Bitcoin, vraiment très peu. J'en fais un peu, mais l'action du prix est tellement moins belle que sur notamment les indices ou sur le Forex. Ouais, ce genre de move. Ça, je dis pas que c'est pas possible sur Bitcoin, mais on peut pas être aussi précis. Regardez la précision de ces modèles. Regardez-moi ça. Ça, c'est le Forex. Ça, c'est Euro-USD. C'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus risqué, et il y a beaucoup plus de déchets sur Bitcoin. C'est faisable, hein, mais c'est vrai que très sincèrement, c'est un peu pour vous que je m'entraîne et que je m'exerce quand même à faire de l'intraday sur Bitcoin. Et donc, il y a quand même moyen de faire des choses, évidemment. Mais en tout cas, là, actuellement, tant qu'on est dans ce range, bah, c'est plutôt ce dont j'ai parlé en début de vidéo. Hein. Voilà, moi j'ai plutôt allé chercher, essayer d'identifier des zones. C'est le modèle 2022 en gros, hein. C'est-à-dire qu'on va définir un range dans une time frame donnée. Donc ça peut être un range en 4 heures, voilà par exemple. Là on en a un ici. À l'intérieur de ce range, on va attendre une prise de liquidité, par exemple ici. Et puis bah, on va chercher à vendre et en essayant d'avoir comme objectif un point d'intérêt dans la zone discount. Et les points d'intérêt, maintenant vous les connaissez, hein, les points d'intérêt c'est quoi? C'est les zones de stop et donc les liquidités externes à l'intérieur de ce range et les zones de stop et les liquidités internes, en l'occurrence les inefficiences, donc les imbalances, comme par exemple ici. Donc c'est sûr que là, en admettant évidemment qu'on ne sort pas de ce range, on a eu ici une prise de liquidité qui doit correspondre à un plus haut daily. On voit bien qu'ici on a eu un changement de caractère qu'on va pouvoir observer en 5 minutes. Voilà. On a ici donc, bah, c'est ce dont je parlais, un order block qui a échoué. Et donc, création d'un breaker block, retest. Et a priori, l'objectif, mais bon, moi ça me plaît pas trop que ça consolide ici, mais bon, après ça c'est autre chose. L'objectif, si je suis un peu ambitieux, ça pourrait être ici le retest de cette imbalance là. Donc si vous avez également ce biais, bah, là, il n'est pas trop tard pour se positionner, hein. Mais à ce moment-là, c'est sûr que là, c'est un peu moins confortable, mais si on voit bien, des breakers, on en a. Hein. Donc ici, pareil, on a ici le retest d'une zone d'inefficience, une prise de liquidité ici. Là, alors là, pour l'instant, on voit bien que ici, on n'a pas eu d'échec. Mais en admettant qu'on ait un échec ici, c'est-à-dire que le prix vienne sous cette zone, à ce moment-là, on va essayer de tabler sur un retest d'une inefficience dans cette zone pour aller rejoindre la zone discount. C'est toujours pareil, hein. Sans même parler de breaker ou de order block. En gros, vous avez une prise de liquidité, par exemple ici. Ensuite, vous avez un displacement, d'accord? Un displacement qui est censé occasionner un rejet, d'accord? Donc voilà, en gros, pour schématiser un petit peu, un order block. En admettant que ça échoue et que donc ce displacement il ne soit pas respecté, il n'occasionne pas de rejet, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous créer une continuation ici, continuation haussière, et à ce moment-là, au retest de cette inefficience, on va pouvoir tabler sur une mitigation. Je ne sais pas si ça se dit une continuation haussière, quoi, en gros. Voilà. Et c'est pareil dans le sens. On a donc une prise de liquidité, ici, et donc là,
soit on va vers une continuation, donc on va avoir un retest ici et continuation, ou à partir du moment où il n'y a pas rejet dans cette zone, là on va observer des imbalances, on va dire donc que cet order block ici, il a échoué. D'accord? Cet order block ici, donc la dernière bougie baissière, ici une inefficience, ça a échoué. À ce moment-là, là, on va travailler sur le retest de cette zone. Et le premier objectif, ça sera la jambe qui a amené au retest de cette zone. Voilà, ici notre TP1. Et après, pour le reste, eh ben, on va observer les zones de liquidité internes, donc les imbalances, ça sera TP2, TP3, et éventuellement, la maturité de ce genre de position, ça pourrait être une liquidité externe, en l'occurrence un swing low. Voilà en gros. Pour l'instant, c'est un peu moi ce que je recherche en fait. Hein. Alors, j'ai vu sur le Discord, d'ailleurs faut pas hésiter, hein, parce que quand je fais des market reviews, je peux aussi très bien répondre à des questions. Et n'hésitez pas d'ailleurs à les mettre, pourquoi pas dans vocal chat. Comme ça, si vraiment il y a des questions que vous voulez que je traite dans un market review, vous pouvez les mettre ici. Et éventuellement, même vous me taguez, comme ça je sais qu'il y a une question pour le market review. Alors, je crois qu'il y avait une question sur quelqu'un qui voulait que j'explique un trade. Je crois que... Ah, c'est celui-là. Alors, ça va être un peu compliqué d'expliquer un trade comme ça parce que je vais plutôt vous renvoyer vers des vidéos d'ICT parce que là j'utilise plusieurs concepts et c'est pas comme ça en 2 minutes que je vais pouvoir vous expliquer ce que j'ai appliqué. Mais en gros, il y a plusieurs concepts que j'ai utilisés là dans ce trade. Alors je vais essayer de le retrouver. On était sur le Nasdaq, on était ici. Et là je vais remettre les indicateurs de Vinis parce qu'ils ont leur importance ici, même si ça n'est pas affiché. Déjà mon entrée ici, ça correspond alors tout simplement, regardez bien, au prix de minuit. Voilà ce que j'ai acheté. Vous voyez, le prix de minuit, il est ici. Ça, déjà, c'est une chose. Voilà, ça, c'est le prix de minuit. Donc, ça pourrait ressembler à quelque chose dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est un power of three. C'est-à-dire, en gros, moi, je considère que tout ce qui est en dessous du prix d'ouverture, je vais l'acheter. D'accord? Mais faut pas oublier que le prix d'ouverture, il n'est pas là. Le prix d'ouverture, il est ici, notre prix d'ouverture. Mais en tout cas, moi, c'était ma zone d'achat. Après, j'ai utilisé deux concepts. Et là, je vais vous renvoyer vers les vidéos je vous les mettrai en description, en description dans le Discord. Deux concepts que j'ai utilisés pour ce trade. Le premier, c'est Turtle Soup. Alors, Turtle Soup, normalement, c'est plutôt ça qu'on va aller trader. C'est ce mouvement-là. Mais moi, j'avais d'autres projets. Et donc, j'ai vu que j'ai fait le biais qu'on s'orientait vers un Turtle Soup, c'est-à-dire le retest ici de cet order block. Et je partais du principe que cet order block ici allait occasionner un rejet pour quelque chose de baissier. D'accord? Bon, Power of 3, en l'occurrence, il était, donc l'ouverture 18h, il était ici. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui était au-delà de ce prix d'ouverture, on était plutôt sur quelque chose de vendeur. Donc, Turtle Soup, ici, avec l'hypothèse que là, cet order block allait occasionner un rejet. On voit bien qu'ici, on a une zone d'inefficience. Là, je vais agrandir un petit peu. On a une zone d'imbalance qui a été retestée. Ici, on a un relative equal high. Ici, je vais mettre dans une autre couleur pour qu'on le voit bien. Mettre en rouge. Voilà. Et regardez ce qu'on est venu travailler. Et moi, mon biais, c'était plutôt, en tout cas, c'est là que j'ai mis mon TP. Hein, c'était le retest de la New York PM. Il y avait une confluence pour moi entre donc cet order block, ces zones d'inefficience et le high de la New York PM de jeudi. Voilà ce que j'ai tradé. Et ensuite, pourquoi est-ce que j'ai tradé ça? Et là, je vais vous renvoyer vers un layer, à mon avis. Je peux vous le partager, celui-là. Je vous invite vraiment à avoir ce genre de layer. Un layer, donc c'est un assemblage de charts. Hein. Enfin, pas forcément un assemblage de charts, mais en tout cas, voilà, c'est une configuration graphique où vous mettez à peu près ce que vous voulez. Moi, j'ai ici à gauche le dollar. J'ai ici les trois indices. Donc le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq. Et alors là, je l'ai préparé avant de commencer la vidéo. J'ai mis en replay. Voilà ce que moi je voyais au moment où j'ai pris cette position. Et ce que j'ai vu ici, c'est une divergence, ce qu'on appelle une divergence SMT. C'est-à-dire, on voit que le Nasdaq ici n'avait pas encore pris le plus haut là de cette jambe. Il était en train de le travailler. Alors que on voit bien que les deux autres indices étaient en train de travailler leur plus haut. Vous voyez? Divergence SMT. Alors ça, c'est encore un concept de ICT que vous allez retrouver notamment dans le mentorat. Enfin, il en parle dans le mentorat 2022, mais il en parle essentiellement dans les mentorats 2016 et puis dans les
ceux qui ont trait au Forex, alors il faudrait que je retrouve les références exactes. Voilà, donc moi c'est vrai que ça m'indiquait que le Nasdaq allait certainement chercher à rééquilibrer cette divergence et à minima à venir prendre cette zone, voire même celle-ci. Et si vous regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a le plus haut du jeudi 30 mai. Jeudi 30 mai. Voilà ce que j'ai tradé. Donc moi j'ai acheté le prix de minuit, sizing fixe, et dès que j'ai vu que le prix a commencé à se déplacer, displacement, et la création ici d'un breaker alors je sais plus en quelle unité on était, en 2 minutes, mais je crois qu'on le voit déjà en 5 minutes. Voilà, on voit qu'ici, retest du breaker, donc mon stop, à la base, mon stop, j'avais mis là, ici, et au final, je l'ai mis sous le plus bas de la journée, minuit. Donc minuit entrée, ici mon stop, la confirmation par la création d'un breaker et un retest, et TP sur le haut de la New York PM du jeudi 30 mai, parce que c'est ce que me montrait ici cette divergence. Voilà, je sais pas si c'est clair. Donc, alors ça demande un peu, évidemment d'entraînement, et puis très franchement, je sais bien que je sais que j'ai été comme ça également. Il y a une époque où j'étais avide de setup. Je voulais absolument des setups, des nouveaux setups. Et en fait, bon, c'est bien d'avoir des outils à portée de main, mais un setup peut très bien faire votre vie. Et d'ailleurs, je vais vous renvoyer vers une vidéo d'iCity que c'est dans le mentorat 2023. C'est dans le mentorat 2023 de iCity. Voilà. Ici, iCity Mentorship 2023, One Trading Setup for Life. Franchement, elle dure 2 heures ou un peu moins de 2 heures. Et voilà. Et non, en fait, il dit souvent ça dans ses mentorats iCity. C'est make it simple. Faites en sorte que ça soit simple. Je vous ai déjà expliqué, là, ça ne veut pas dire simpliste, ça ne veut pas dire A égale B et puis C, ça veut dire faites en sorte de maîtriser tellement votre modèle qu'il devienne au bout d'un moment très simple à exécuter et surtout à identifier. Et moi, c'est ce que je vous encourage à faire. Et très franchement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de discuter avec des traders, des traders expérimentés, vous allez vous rendre compte souvent que les gars, ils ont 1, 2, 3 modèles, pas plus. Et souvent, ils vont avoir un modèle qui va être appliqué à certaines circonstances de marché. D'accord? Là, en l'occurrence, ce que je viens de vous montrer, alors pas le modèle là sur le Nasdaq, parce que le Nasdaq, on n'est pas du tout dans le même état de marché que Bitcoin. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Voilà, la gueule du Nasdaq, si je me mets en daily, et voilà la gueule du Bitcoin. C'est quand même pas tout à fait la même histoire. Mais en fonction de l'état du marché, du contexte de marché, on va avoir une boîte à outils. Et cette boîte à outils, ce sont des modèles de trading et qu'on va pouvoir appliquer ou non. Et c'est ce que je vous encourage à chercher. Et moi, je sais que ça fait des années que j'ai cette logique-là, qui est de chercher et essayer de trouver comme ça tiens, par exemple, un truc tout bête. Alors ça, c'est vraiment là, c'est un insight que je vous donne, mais c'est pas le résultat qui est important. Mais lorsqu'on trade, je vais essayer de prendre une charte. Tiens, par exemple, le CME. Alors, on travaille donc, c'est deux. Lorsqu'on observe une charte comme ça, il y a deux données qui sont essentielles. Il y a le temps, X, et le prix, Y. Ok, donc ça, jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, il y a des notions de cycle. Et la notion de cycle sur laquelle on va travailler ici, ça va être les bougies. D'accord? Une bougie est un cycle temporel. Ici, en l'occurrence, une bougie égale 24 heures. D'accord? Enfin, en tout cas, une journée. Ok? Donc, temps X, prix Y, et après, on va avoir des variables cycliques. Ok? Et sur quoi sont basées ces variables cycliques? Parce que le temps, c'est une donnée atomique qui est basée sur la seconde. Le prix, c'est une donnée de valeur, on va dire. Et là, ça, c'est une donnée qui est complètement subjective, en fait, qui est sociale. Une journée, c'est 24 heures. 24 heures, ça correspond à la rotation de la Terre, à une rotation terrestre. Mais après, 4 heures, c'est un découpage, d'accord? C'est-à-dire, c'est 1/6 de journée. 1 heure, c'est 1/24 de journée. 15 minutes, c'est 1/4 d'heure. 5 minutes, c'est 1/12 d'heure, etc., etc. D'accord? Donc ce sont des découpages qui sont
qui sont factuels, mais qui ont également un aspect subjectif. Pourquoi 5 minutes? Et pourquoi 3 minutes? Pourquoi 2 minutes? Et moi, je vous encourage aussi, et moi, je recherche beaucoup, à travailler sur cet aspect-là, sur l'aspect des time frames en fait. Parce que, je crois que je vous en avais déjà parlé dans le passé, il y a un moment donné, quand vous observez une charte, il y a des choses qui se révèlent, un peu comme de l'encre sympathique. C'est-à-dire que vous allez observer une charte, et puis vous allez dire, ok, mais je sais pas quoi faire de ça, parce on voit pas ce qui se passe. Mais à un moment donné, vous allez prendre un mouvement, et puis vous allez essayer de lui donner un autre éclairage, et à un moment donné, vous allez pouvoir observer. Alors, c'est peut-être pas sur Bitcoin en tout cas sur le CME, que j'aurai le meilleur exemple. Je vais essayer d'aller sur une charte. Je commence à les avoir toutes faites là. Gemini, par exemple, pas très liquide, tout ça. Il y a un moment donné, quand vous allez naviguer comme ça dans les time frames, vous allez commencer à pouvoir observer les respirations du marché. Ah, là, par exemple, ça devient intéressant. Ici, en 4 heures. On commence à observer les respirations du marché. Et les respirations du marché, dans un flux haussier, je vous en ai déjà parlé, c'est une jambe, les 50%, idéalement en 2 fois moins de temps que la jambe précédente, ça c'est le principe de Gann, etc. Voilà. En fait, ça c'est dans l'ADN du prix. Et il y a un moment donné, quand vous allez changer de time frame, vous allez pouvoir observer des choses qui vont vous paraître beaucoup plus évidentes. Une tendance, d'accord? Un peu comme c'est le cas, un peu comme ici, vous voyez. Et une variable de travail que je vous encourage à explorer, c'est d'aller travailler sur cette notion de time frame. Parce que ça, c'est quoi en fait? C'est des presets. D'accord? Ce sont c'est du travail pré-mâché, en fait. On vous propose 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Mais pourquoi 10 secondes? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 13? Pourquoi pas 17? Par exemple, moi, je me suis amusé à travailler comme ça sur des variables de Fibonacci. En me disant, par exemple, une journée, ça c'est une donnée factuelle, c'est la rotation terrestre. D'accord? Il y a 24 heures. Et 24 heures, si j'applique ça, si je prends 0,618, c'est-à-dire si j'applique le nombre d'or à ces 24 heures, j'arrive à 15 heures. Qu'est-ce que je vais pouvoir observer en 15 heures? Il y a des choses qui se révèlent quand je fais ça. Alors c'est complètement arbitraire, je teste en fait. Et ça c'est quelque chose que je suis en train d'explorer, c'est-à-dire de travailler sur des time frames qui peuvent éventuellement m'aider à révéler des données que je ne verrai pas autrement. Parce que simplement la time frame ne me permet pas de le voir. Donc 0,618, le nombre d'or, qui est un nombre, qui est un ratio universel. Je ne vais pas revenir sur comment sont calculés les ratios de Fibonacci, mais c'est mathématique. Donc 15 heures par exemple. 0,618 d'une journée. Si je prends 1 heure, c'est 60 minutes. 0,618 d'une heure, ça me fait 37 minutes. Bon, là, il se trouve que ici, en l'occurrence, c'est pas flagrant, mais des ratios, on en a plein, et puis on peut aussi très bien sortir des ratios de Fibonacci, essayer de travailler sur des progressions, pourquoi pas logarithmiques, des progressions lorentziennes, qui est je m'étais intéressé un petit peu à ça ces derniers temps, là, qui travaille sur une modélisation de l'expansion de l'univers. Enfin bon, peu importe. Là, je vous montre un peu quel bordel ça peut être dans ma tête quand je teste ces choses-là. Mais il faut être chercheur. C'est pas déconnant, regardez. Vous voyez? 37 minutes. Regardez comment la tendance, là, elle se révèle ici. Et parfois, juste en essayant un intervalle personnalisé, tiens, on va dire 7 minutes. Là, voilà. Qu'est-ce qui apparaît si je me mets en 7 minutes? Qu'est-ce qui apparaît si je me mets en 11 minutes, en 12 minutes? Et ça, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est Slashcoin, que j'avais invité dans un live, dans une vidéo il y a quelques semaines. Et lui, il s'était amusé à travailler sur des time frames de 2 semaines. Et effectivement, couplé avec son indicateur préféré, qui est donc Ishimoku, il s'était rendu compte que lorsqu'il travaillait en 2 semaines, il trouvait des confluences, des occurrences qui étaient assez troublantes. Et puis il est resté dessus maintenant. Et ses analyses long terme, il va les faire en monthly et en 2 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, faut pas tenir ça pour argent comptant. Cette petite barre ici avec les time frames qui sont indiqués. Il n'y a rien qui vous oblige à ne pas travailler d'autres time frames et à faire des recherches aussi sur cet aspect-là. D'accord? Donc le temps, le prix et à l'intérieur du temps, les cycles. Et les cycles, ce sont les bougies. Et j'ajouterai aussi les données de volume, d'autant que maintenant, j'aime pas trop la gueule que ça, mais je trouve que c'est intéressant quand même comme concept. Ce sont des bougies de volume. Mais moi, j'aime autant avoir les bougies vectorielles dans ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez chercheurs. Franchement, soyez chercheurs
et vous verrez qu'à un moment donné, il y a des choses probablement qui vont se révéler à vous, et peut-être même, c'est ce que je vous souhaite, des choses qui ne se révéleront qu'à vous et qui vous donneront un coup d'avance sur les autres intervenants du marché. Et ça, vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Moi, j'ai mes petits insights. Il y a des choses que je garde pour moi et que je garderai pour moi. Et après, je dis pas que je suis le seul à les avoir, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. On a notre petit jardin secret de trader, en fait. Et je vous encourage à ne pas tenir pour argent comptant, évidemment, ce qu'on vous dit, ce que je vous dis même, et à faire vos propres recherches. Et vous verrez qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont se révéler à vous et qui feront que vous aurez vraiment votre modèle. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Allez, bonne journée.